Croyez-moi, rien ne me fera oublier cette scène où j'ai ouvert cette tumeur avec mon scalpel. Cette chose répugnante m'a tout simplement explosé au visage. Mais laissez-moi revenir en arrière. Juste quelques secondes avant. Le bip est continu. Un son strident qui perce le silence du bloc 3. Mon regard se fixe sur le moniteur cardiaque. 89 battements. Tension stable. Anesthésie profonde. Mais ce n'est pas le moniteur qui m'inquiète. C'est le visage. Devant moi, sous les champs stériles bleu pâle, il y a un jeune homme de 23 ans. Son visage n'existe plus vraiment. Pas comme on se souvient d'un visage. La moitié droite, joue, mâchoire, tempe a été engloutie par une masse qui semble vivante. Une tumeur vasculaire gigantesque qui déforme tout. Qui pulse sous mes doigts gantés. Je sens la chaleur à travers le latex. Cette chose bat. Comme un cœur. L'infirmière instrumentiste me tend le marqueur chirurgical. Je trace les lignes d'incision. Lentement. Chaque trait doit être précis. Parce qu'en dessous de cette peau tendue à craquer, il y a un réseau de vaisseaux sanguins gros comme des doigts. Autour de moi, l'équipe respire à peine. Docteur Santana, chirurgien maxillofacial, ajuste le microscope à sa gauche. Docteur Almeida, anesthésiste, vérifie les poches de sang supplémentaires suspendues au pied du lit. 6 unités. Peut-être pas assez. Scalpel, je murmure. La lame touche la peau. Puis s'enfonce. 5 mm. 1 centimètre. Et là, ça arrive. La tumeur éclate. Littéralement. Un geyser de sang noir jaillit. Épais. Chaud. Putride. Ça m'éclabousse le masque, la blouse, les gants. L'odeur est insoutenable, chair pourrie mélangée à du fer. Merde. Compresse. Mais les compresses sont inutiles. Le sang ne s'arrête pas. Il gicle par vagues. Comme si j'avais ouvert une digue. Aspiration. Maintenant. Le bruit de succion devient assourdissant. Mais on ne voit rien. Tout est rouge. Noir. Opaque. Mon cœur bat à tout rompre. Mes mains plongent dans ce chaos liquide, cherchant la source. Un vaisseau. Une artère. N'importe quoi que je peux clamper. Tension. Je crie. 94 sur 58 et ça chute. Répond Almeida, la panique dans la voix. Je sens quelque chose pulser sous mes doigts. Là. C'est là. Clan vasculaire. Santana me le passe. Je le positionne à l'aveugle. Serre. Le jet ralentit. Puis s'arrête. Silence. Juste le bip du moniteur. 126 battements. Trop rapide. Je recule d'un pas. Ma blouse est trempée. Mes lunettes de protection sont maculées de rouge. Mes mains tremblent. Et je comprends à cet instant que nous venons d'entrer en territoire inconnu. Cette chirurgie que nous avions préparée pendant des semaines, elle vient de partir en fumée. Maintenant, c'est improvisation totale. Ou mort. 6 mois plus tôt, Lucas entre dans mon cabinet avec sa mère. Elle marche devant lui, comme pour le protéger des regards. Lui garde la tête baissée, une casquette enfoncée jusqu'aux sourcils, un foulard sur le bas du visage. Quand il l'enlève, je comprends pourquoi. La moitié droite de son visage est déformée par une masse violacée qui déborde de sa joue jusqu'à son cou. L'œil droit est à moitié fermé. La bouche tirée vers le bas. Il ne peut presque plus mâcher. Boire devient douloureux. Depuis quand? Je demande doucement. 8 ans, répond sa mère d'une voix cassée. Il avait une petite tache violette quand il est né. Les médecins disaient que ça partirait tout seul. Mais ça n'est pas parti. Ça a grandi. Lentement d'abord. Puis de plus en plus vite après ses 15 ans. Maintenant, Lucas ne sort presque plus. Il a arrêté l'école. Les gens le fixent. Les enfants ont peur. On m'a dit qu'il était trop dangereux d'opérer, ajoute-t-elle en serrant les poings. Que le risque d'hémorragie était trop grand. Je regarde Lucas. Il ne dit rien. Ses yeux parlent pour lui. S'il vous plaît. Donnez-moi ma vie. Je demande les examens. Tomographie. Angiographie. IRM. Quand les résultats arrivent 2 semaines plus tard, je reste figé devant les images. La tumeur n'est pas juste en surface.
Elle s'infiltre profondément. Elle a envahi le muscle masséter, le muscle temporal, la glande parotide, l'orbite. Les vaisseaux sanguins qui l'alimentent sont énormes, certains font la taille de mon pouce. C'est un hémangiome caverneux géant. Une malformation vasculaire devenue monstre. Je convoque une réunion multidisciplinaire. Chirurgiens, anesthésistes, radiologues, spécialistes en reconstruction. 8 médecins autour d'une table. Les images projetées au mur. C'est trop dangereux, dit le docteur Mendes, neurochirurgien. Un faux mouvement et il saigne à mort en 3 minutes. On peut l'emboliser d'abord, propose le docteur Costa, radiologue interventionnel. Bloquer les artères principales avant la chirurgie. Et si l'embolisation ne suffit pas? Demande Santana. Silence. Parce que nous savons tous la réponse. Si ça ne suffit pas, on improvise. En direct. Au bloc. Avec une vie entre nos mains. Je vais le faire, je dis enfin. Tous les regards se tournent vers moi. Mais je ne peux pas le faire seul. J'ai besoin de vous tous. Chacun de vous. Santana hoche la tête. Puis Costa. Puis Almeida. Et un par un, ils acceptent. 3 jours avant l'opération, Lucas revient pour la consultation préopératoire. Cette fois, il me regarde dans les yeux. Vous pensez vraiment pouvoir m'aider? Je vais tout faire pour ça, Lucas. Tout. Il respire profondément. Alors allons-y. Le jour J, 6h47 du matin. Lucas est déjà sous anesthésie générale. Son visage tourné vers le haut, exposé sous les projecteurs du bloc. La masse semble encore plus imposante maintenant. Presque obscène. Docteur Costa a fait l'embolisation hier. 23 artères bloquées. Mais pendant la procédure, il a découvert quelque chose. La tumeur est encore plus vascularisée que prévu. Certains vaisseaux sont impossibles à atteindre sans chirurgie ouverte. On va devoir improviser, m'avait-il dit la veille, la mâchoire serrée. Maintenant, debout au bloc, je repense à ces mots. Improviser. Dans une chirurgie où chaque millimètre compte. Je fais la première incision. Le sang coule immédiatement, un flot constant, chaud, rouge vif. L'aspiration chirurgicale aspire sans arrêt. Le bruit de succion remplit le bloc. Électrocoagulation, je demande. L'infirmière me passe l'instrument. Je cautérise les petits vaisseaux. 1, 2, 10, 20. C'est sans fin. Et puis je vois l'intérieur. Mon Dieu! La tumeur ne ressemble à rien de ce que j'ai vu auparavant. Ce n'est pas une masse solide. C'est un enchevêtrement vivant de vaisseaux sanguins dilatés, de cavernes vasculaires pulsatiles, de tissus gorgés de sang. Tout est rouge. Tout saigne. Tension? Je demande à Almeida. 102/68. Fréquence 94. On tient. Pour l'instant. Je commence la dissection. Millimètre par millimètre. Chaque geste est calculé. Chaque vaisseau doit être identifié, isolé, clampé, coupé, ligaturé. Mes mains bougent dans un balai précis. Mais la sueur perle sur mon front. Compresse. Je murmure. L'infirmière tamponne mon front. Santana travaille de l'autre côté, dégageant le muscle temporal. Ses gestes sont tout aussi précis. On ne parle pas. Juste des regards. Des hochements de tête. Une chorégraphie silencieuse. 1 heure passe. Puis 2. Et puis. Mon bistouri touche quelque chose. Un vaisseau que je n'avais pas vu. Caché sous un repli de tissu tumoral. Il éclate. Un jet de sang jaillit. Viol. Chaud. Merde. L'aspiration est saturée en 3 secondes. Le sang inonde le champ opératoire. Je ne vois plus rien. Compresse. Maintenant. L'infirmière en jette une dizaine. Elles sont rouges en quelques secondes. Mon cœur bat à tout rompre. Mes mains cherchent le vaisseau à l'aveugle. Sous les compresses. Dans le sang. Je le sens pulser contre mes doigts. Clan vasculaire. Santana me le passe. Je le positionne. Serre. Le jet s'arrête. Silence. Juste le bip du moniteur cardiaque. Plus rapide. 118 battements.
Tension. Je crie presque. 88/52, répond Almeida, la voix tendue. Il faut transfuser. Faites-le. Maintenant. Les poches de sang commencent à couler. 1, 2, 3. Je regarde Santana. Il a les mâchoires serrées. Ses gants sont trempés de sang jusqu'au poignet. On continue, je dis. Mais ma voix tremble. Et toi, tu aurais supporté une scène pareille? Dis-le dans les commentaires, je parie que non. 3h40 de chirurgie. Mes jambes sont engourdies. Mon dos hurle. Mais je ne peux pas m'arrêter. Parce que nous sommes au cœur du monstre maintenant. La tumeur est à moitié sortie. Une masse violacée, spongieuse, encore attachée par des dizaines de vaisseaux qui pulsent comme des vers sous ma lumière. Chaque vaisseau doit être ligaturé, coupé, retiré. Si j'en manque un seul, Lucas saigne à mort en post-opératoire. Artère faciale, annonce Santana. Je la vois. Grosse. Tendue. Battante. Double ligature, je dis. Nous travaillons ensemble. 2 fils. Serrez fort. Puis je coupe entre les deux. Le vaisseau se rétracte dans les tissus. Pas de sang. On avance. Centimètre par centimètre, nous arrachons la tumeur de son nid. Les muscles sont déchirés. L'os hygomatique est érodé. La glande parotide est comprimée, presque nécrosée. Il faudra reconstruire tout ça, murmure Santana. Je le sais. Mais d'abord, survivre à ça. Encore un vaisseau. Un gros. Je le clan. Coupe. Ligature. Puis un autre. Et un autre. Et puis, enfin. La tumeur se détache. Je la soulève. C'est lourd. Presque 1 kilo de chair et de sang. Je la dépose dans le plateau chirurgical. Pour la première fois depuis 4 heures, je respire. Mais on n'a pas fini. Maintenant vient la reconstruction. Docteur Duarte, chirurgien plastique, entre en scène. Il a préparé un lambeau musculaire prélevé de l'abdomen de Lucas. Un morceau de muscle, de graisse et de vaisseau sanguin qu'il va transplanter sur le visage. Microscope, demande-t-il. La salle se réorganise. Le microscope chirurgical est positionné. Duarte s'assoit. Ses mains se stabilisent sous la loupe grossissante. Il va connecter les vaisseaux du lambeau aux vaisseaux du visage. Artère par artère. Veine par veine. Sous grossissement 40x. Avec des fils plus fins qu'un cheveu. Je le regarde travailler. Chaque point de suture prend 3 minutes. Il y en a des dizaines. Santana reconstruit l'os. Il pose une plaque de titane pour remplacer le zygoma érodé. Fixe avec des vis. Vérifie l'alignement. Almeida surveille les constantes. Tension stable maintenant. Fréquence à 82. On tient bon, dit-il. 5 heures plus tard. 11h34. Le dernier fil est posé. Le lambeau est en place. Rose. Chaud. Perfusé. Je recule d'un pas. Le visage de Lucas est méconnaissable. Tuméfié. Cousu de partout. Mais il est là. Entier. Vivant. C'est fini, je murmure. Santana retire ses gants. Duarte se lève de son tabouret, le dos raide. 9 heures, dit Almeida en regardant l'horloge murale. 9 heures de bloc. Nous ne disons rien. Parce qu'il n'y a rien à dire. 2 semaines plus tard. Lucas ouvre les yeux dans sa chambre. Sa mère est là, assise à côté du lit, les mains jointes. Bonjour, champion, je dis en entrant. Il tourne la tête. Lentement. Le visage est encore gonflé, mais les ecchymoses commencent à jaunir. Le lambeau a tenu. Pas de nécrose. Pas d'infection. Je peux parler, demande-t-il d'une voix rauque. Essaie. Il bouge la mâchoire. Doucement. Puis plus franchement. Ça fait mal, mais ça marche. Sa mère éclate en sanglots. 6 mois plus tard, Lucas revient pour son suivi. Cette fois, il n'a pas de casquette. Pas de foulard. Le visage est encore marqué par les cicatrices, mais il sourit. J'ai repris l'école, il dit. Et, j'ai une copine.
Je sens quelque chose se serrer dans ma poitrine. Tu lui as raconté? Oui. Elle dit que je suis courageux. Il l'est. Plus que moi. Plus que nous tous. Parce qu'il a accepté de parier sa vie. Pour avoir une chance de vivre. Et ce jour-là, au bloc 3, quand le sang a jailli et que tout semblait perdu, nous avons tenu notre promesse. Nous lui avons donné sa vie. Si cette histoire t'a touché, clique sur la playlist qui apparaît maintenant. Certaines vies qui t'attendent là-bas sont encore plus incroyables que celle-ci.